Louis X est mort sans crier gare, et l'absence d'enfants directs en âge de gouverner ramène le problème de régence qui s'était posé lors de la minorité de Louis IX. Lequel des barons aura l'insigne honneur de régenter le royaume de France durant l'enfance du futur souverain, dont nul ne sait encore qui il sera? Les candidats à ce poste sont les 3 barons les plus en vue sur la scène politique et les plus puissants. Charles de Valois, l'oncle de Louis, Philippe de Poitiers, son frère, et le duc Eudes de Bourgogne. C'est finalement Philippe qui réussit à coiffer ses adversaires au poteau et qui se fait désigner régent de France. Charge à lui de gouverner le royaume et surtout de trancher la question de la difficile succession de son frère de la manière la plus avantageuse pour lui, bien entendu. Nous avions aussi laissé une chrétienté sans pape, mort en 1314, peu avant Philippe le Bel. Cependant, après 2 ans de tractation, les cardinaux ne se sont toujours pas décidés sur le nom du nouveau souverain pontife. Ils sont divisés en 3 partis. Le parti gascon, composé des cardinaux les plus fidèles au pape défunt, le parti italien, opposé au premier, et le parti français, constitué de cardinaux d'origine très diverses. Philippe de Poitiers a réussi à réunir les cardinaux à Lyon pour mettre un terme à cette élection lorsqu'il apprend la mort de son frère. Avant de partir pour Paris, se faire proclamer régent, il réunit les cardinaux au couvent des Jacobins, fait placer des hommes d'armes commandés par le comte de Forez aux issues et leur annonce qu'ils resteront enfermés dans le couvent tant qu'ils n'auront pas élu de pape. Il leur faut 3 mois pour s'accorder sur un nouveau souverain pontife, Jacques Duèze, un cardinal du parti français. Mais pourquoi a-t-il été choisi? Probablement parce qu'il était acceptable pour tous les partis. Déjà, il faisait partie de la coterie française. Ensuite, ancien chambellan du roi de Naples, il avait en lui un puissant soutien pour convaincre les Italiens. Et enfin, son intelligence avec le régent Philippe lui a donné l'appui des Gascons. Élu pape, il prend le nom de Jean XXII et l'un de ses premiers mouvements est d'installer officiellement la cour papale en Avignon. Il entérine ainsi une réalité commencée sous Clément V, les papes quittant Rome pour le comtat vénétien. La mort de Louis X, brusque et inattendue, met fin à 3 siècles de succession facile, faite de père en fils, sans autre complication qu'une régence durant la minorité de Louis IX. Voyons alors où en est la maison de France au lendemain du décès du Hutin. Il a une sœur, reine d'Angleterre, qui a un fils, le jeune Édouard, et 2 frères, Charles et Philippe, ce dernier n'ayant que des filles. Concernant leurs épouses, Louis X a réussi à se remarier avec Clémence de Hongrie, après la mort de Marguerite de Bourgogne en prison. Philippe a retrouvé sa femme Jeanne, que le scandale avait moins touchée, et Charles est toujours marié à son épouse Blanche, encore en prison. Leur oncle Charles de Valois, le plus proche frère de Philippe IV, a pléthore d'enfants, dont le plus aîné des garçons se nomme Philippe. Voilà donc pour le cadre familial. Voyons maintenant les enfants de Louis. Il laisse de son premier mariage une fille, la petite Jeanne de Navarre, et un enfant encore à naître que porte Clémence de Hongrie. Seule l'habitude et la chance d'avoir eu des héritiers à chaque génération ont permis au roi capétien de se succéder de père en fils. Aussi, aucun texte, aucune tradition légale vieille de plusieurs siècles n'interdisent à Jeanne de succéder à son père sitôt celui-ci trépassé. La question de la succession est brûlante et c'est pourquoi Philippe s'en empare aussitôt après avoir été accepté comme régent. Le 16 juillet 1316, il réunit une assemblée de grands du royaume qui prend la décision suivante. Si la reine met au monde un fils, celui-ci devient roi, et Philippe conserve la régence jusqu'à ce qu'il atteigne 14 ans. Si elle met au monde une fille, Philippe conserve aussi la régence, et la décision sera remise aux 12 ans de la future enfant. Les 2 nièces pourront alors renoncer à la couronne et laisser leur oncle devenir roi, tout en gardant la jouissance de la Champagne et de la Navarre, ou elles pourront réclamer le trône, et seulement à ce moment, les droits de chacun seront examinés. Voilà où en est le royaume au moment de la naissance de Jean, le 14 novembre 1316, seul fils de Louis X et de Clémence de Hongrie. En vertu de la décision prise par les nobles du royaume, il est immédiatement proclamé roi de France. Il n'aura pas le temps de se marier ni d'avoir une descendance. Jean Ier est roi de France du 14 au 19 novembre 1316.
Étant né après la mort de son père, et n'ayant par ailleurs pas eu le temps d'accomplir beaucoup de choses, l'histoire a choisi pour lui le surnom évocateur de Posthume, triste référence à la destinée de Louis X. Proclamé roi immédiatement à sa naissance, il perd la couronne avec sa vie 5 jours plus tard. Avec 5 jours de règne, Jean Ier est officiellement le roi de France à avoir régné le moins longtemps, mais il est aussi le seul à avoir régné de sa naissance à sa mort. Son trépas scelle ainsi définitivement la tombe du miracle capétien. Si Louis X était mort sans héritier mâle, il lui restait néanmoins une fille et un enfant à naître. Jean est véritablement le premier à mourir sans aucune descendance directe pour prendre sa place, une situation encore jamais rencontrée. Dans cette mort si prompte, certains aujourd'hui peuvent en tout cas y voir la marque de la malédiction qui, de Louis X, est passée à Jean et qui s'acharne sur les derniers des Capétiens directs. Jean Ier naît à Paris le 14 novembre 1316 et, en accord avec les décisions prises avant sa naissance, il est aussitôt proclamé roi de France et de Navarre, ainsi que baptisé. Il n'a pas le temps d'être sacré, qu'il meurt après quelques jours d'existence. Jean Ier meurt le 19 novembre 1316 à l'âge de 5 jours.